Bienvenue à cette 8e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. La qualité du pétrole qui est extrait partout à travers le monde varie beaucoup non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi d'un endroit à l'autre. Qu'en est-il de la qualité du pétrole extrait à Haldimand et à Tare Point? Dans les deux cas, c'est une huile d'une excellente qualité. La qualité d'une huile, finalement, ou du moins l'intérêt dans une huile va être plus ou moins grand en fonction aussi de sa légèreté. Dans le cas de Haldimand, c'est du 53 pays. Dans le cas de Tare Point, on a 45. Il y en a une qui est verte, l'autre est orange. Celle de Haldimand est produite à partir de grès, celle de Tare Point à partir de calcaire. Cette huile-là n'a pas été produite dans le calcaire, elle vient d'une roche-mère, mais les deux roches-mères sont différentes, ont été déposées, se sont formées dans des conditions différentes, donc vous avez deux huiles qui sont différentes. Deux excellentes huiles, très légères, qui ont beaucoup de valeur, que la raffinerie de l'Ultramar est très contente de prendre. Extraire ce pétrole de grande qualité ne se fera pas sans l'installation d'équipements de type industriel, de réservoirs, de séparateurs, de réseaux de pipelines, etc. De telles installations nécessiteront l'élaboration d'un plan d'aménagement qui sera soumis à la population de Gaspé et à ses représentants. Vos préoccupations seront prises en compte car nous voulons créer des conditions favorables à une meilleure intégration de nos activités afin de diminuer les impacts visuels, sociaux et environnementaux sur la région. Des rencontres portant spécifiquement sur l'installation d'équipements de type industriel seront organisées avant de déposer une demande pour obtenir un bail de production. Cette émission traite plus particulièrement des impacts environnementaux, des retombées économiques, des redevances et du transfert de connaissances. Pour l'exploitation du gisement de Haldimand, nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer le nombre de puits qui devront être forés, mais nous pouvons vous présenter une idée des installations qui feront partie intégrante de l'environnement. Bonne émission! Dans le cas, si on veut donner un exemple, le cas de Bourque, lorsqu'on a procédé à lever sismique 3 dimensions, c'est un grand levé, donc 65 km². On a coupé de la ligne, c'était plusieurs centaines de kilomètres de lignes en forêt. On ouvrait les lignes de récepteurs, c'était sur 1,5 m. Les lignes de source, on avait besoin d'un 5 mètres de large. Les gens du MRN forêt étaient un petit peu réticents à ce qu'on utilise des déchiqueteuses. C'est ce qui est utilisé dans l'Ouest couramment, mais ici, ils préféraient qu'on utilise l'abattage manuel. On a eu une armée d'abatteurs gaspésiens qui ont travaillé très fort pour tout déboiser. Puis finalement, quand ils ont vu la qualité du travail, quand ils ont vu qu'on n'avait pas nécessairement assez de main-d'œuvre aussi pour réaliser les travaux, puis qu'on était respectueux aussi de... On avait eu un permis, puis on respectait le permis à la lettre. Finalement, ils nous ont dit, bien, si ça peut vous aider, on va vous permettre d'utiliser les déchiqueteuses. Il faut pouvoir aller porter l'équipement sur ces lignes-là. Il faut que les gens soient capables de marcher. Si vous avez marché dans la forêt en Gaspésie, là, sans qu'il y ait de ligne, ça prend pas mal de temps. Là. Ça fait qu'il faut créer un chemin. Là. Pour les lignes de récepteurs sur un levé 3D, c'est une largeur de 1,5 m, c'est pour qu'un homme puisse se faufiler. L'hélicoptère, lui, il va laisser tomber l'équipement à des points précis le long de la ligne. Puis il y a des équipes qui vont à pied puis qui installent l'équipement. Lorsqu'on pense à faire un forage, on parle premièrement de fabrication de routes ou de prendre des chemins qui sont déjà existants. Comme je l'ai dit, présentement, c'est ce qu'on tente de faire. Ça va demander quand même souvent un élargissement, une préparation de ce chemin-là pour le rendre plus dur et plus compact pour accepter du transport plus lourd pendant une certaine période. Et puis, par la suite, lorsqu'on arrive au pad de la construction, justement, de l'espace réservé pour accueillir la foreuse, les roulottes, là, on parle à peu près de 200 mètres par 100 mètres de large. Dès le départ, j'en parlais plus tôt, là, dans le choix même du site, on s'arrange, on est obligé même par la loi d'être à une certaine distance du plus proche cours d'eau.
Ce qu'on fait normalement, là, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, fait que dès le départ, on est loin des maisons, loin des cours d'eau, des marais. Chez Petrolia, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on construit notre pad, dépendamment si, disons, je vous donne un exemple, là, vient sur des limites de terrain d'un autre propriétaire, nous, on s'assure de garder une bande d'arbres entre 5 et 10 mètres d'épaisseur tout le long du pad pour que si le voisin arrive et défriche, eux, c'est leur partie, mais nous, on garde notre bande visuelle là, pour cacher. Pendant la période de forage, plus de va-et-vient de camionnage, il y a aussi le bruit qui est associé lors du forage. Il y a quand même, dépendamment de la zone où on est, du bruit qui est associé, qui est 24 heures sur 24 pendant un mois de temps. Présentement, si je me fie à Haldimand numéro 1, Tarpointe, Haldimand numéro 2, oui, les gens ont entendu la foreuse fonctionner, mais rien de plainte ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Je pense que c'est des bruits qui sont quand même acceptables. Il y a les arbres qui sont là, qui coupent quand même. On est quand même assez loin. Si on parle du visuel maintenant, le visuel, je pense que Tarpointe, il y a certaines personnes qui m'ont dit que de loin, le soir, ils voyaient la tour parce qu'elle est illuminée. Alors, mais lorsque ça va être en production, la production, il va y avoir une pompe qui est associée. On n'aura pas besoin des grandes pompes là, de 20 pieds là, dans les airs. Alors, ça va être des petites pompes qui vont être là. Et ça n'a pas un impact vraiment important. La question essentielle là, est la cimentation, le coffrage. Alors, c'est ce qui protège le plus l'environnement, la nappe phréatique. Donc, il y a des règlements stricts à ce sujet-là. Votre premier coffrage, qui est votre conducteur, va aller peut-être à 10 mètres. Le deuxième va aller à un minimum de 10 du volume et vous pouvez avoir 3-4 coffrages. Il n'y a pas une compagnie de forage qui se respecte ou un opérateur qui se respecte qui ne coffrerait pas vis-à-vis de la nappe phréatique. Ça serait courir après le trouble dès le départ. Écoutez, je pense dans tous les domaines des industries, pas seulement reliées à l'industrie pétrolière, mais je pense que les règles environnementales ont été modifiées et ont évolué. Et j'ai vu des photos où on voit très bien un puits avec de l'huile qui est autour. Là, je veux dire, c'était acceptable dans ce temps-là et ce ne l'est plus. Si on pense des réservoirs qu'on a actuellement qui sont temporaires sur Haldimand numéro 1, il y a deux types de réservoirs. Nos premiers réservoirs, on avait les deux réservoirs reposent dans un bassin. Alors, si une fuite quelconque, les bassins sont conçus pour contenir le pétrole. Par la suite, qu'est-ce qu'on a décidé? C'est de prendre plutôt des réservoirs à double paroi. Alors, ces réservoirs-là, s'il arrive une fuite à l'intérieur, ils ont la capacité d'emmagasiner tout le reste du réservoir. Sur Haldimand, on avait des réservoirs sur le site même du puits. Généralement, il n'y aura pas de réservoir sur un puits. Vous allez avoir un puits, la production se rentre sous terre par un petit... un pipeline, un petit oléoduc, une ligne de production qui s'en va vers un point central où vous auriez vos séparateurs de production qui recevraient l'ensemble de la production et aussi des séparateurs d'essai qui permettraient d'identifier, de tester périodiquement chacun des puits individuellement pour voir comment ils se comportent. Parce que là, ça va être industriel. Alors, tout ce qui est industriel et qui est fixe comme aménagement doit être soumis au ministère du Développement durable. Dans un premier temps, c'est ce qu'on fait déjà. On le transporte par semi-remorque. On fait des voyages un peu comme les voyages d'huile, où 40-45 000 litres de voyages qui sont expédiés en fait par la route jusqu'à la raffinerie d'Ultramar, près de Québec. Selon les volumes, en fait, qui vont être produits, on pourra ultimement, l'étape suivante, lorsque ça sera plus pratique de le transporter, lorsque les volumes sont suffisamment importants, il est fort probable qu'on irait vers un transport par rail, où on ferait des trains unitaires, peut-être pas des trains de 100 wagons, mais tout de même des trains qu'on serait capable de charger près de Gaspé, en banlieue, près du port, et qu'on enverrait à ce moment-là par groupe de 10, 15, 20 wagons. Il faudra regarder la logistique. Tout produit qui pourrait être acheminé sur le ferroviaire va permettre d'améliorer la situation du train en Gaspésie, puis c'est notre souhait. On l'avait aussi avec le dossier
du port Propagny, où éventuellement on voulait utiliser justement le chemin de fer pour exporter le propane sur les marchés. Effectivement, ça serait une très, très bonne nouvelle de voir que l'utilisation du train là, pourrait être envisagée par l'industrie pétrolière. Et ultimement, si les volumes étaient très, très importants, on pourrait penser aussi à un pétrolier, y aller par pétrolier, parce qu'il y a un excellent quai à Gaspé. Et il y a déjà des lignes. On a un terrain près du port qui nous permettrait de construire des réservoirs pour l'entreposage. L'autre chose aussi, c'est que ce pétrole-là, là, il passe déjà en face de la pointe de Gaspé. Tous les méga pétroliers là, qui vont à Montréal ou qui vont aux États-Unis, là, le pétrole, là, des fois, on dit ça serait terrible s'il y avait une catastrophe. Là. Mais la catastrophe, elle peut arriver demain matin parce que tout le pétrole qu'on consomme passe là, sur la pointe là, de Gaspé. Là. Comprendre que Petrolia est essentiellement un donneur d'ouvrage. Il n'y a pas une équipe considérable de gens qui travaillent pour Petrolia. Alors, il y a des experts dans différents domaines. Et ces gens-là vont déterminer la nature des travaux qu'on veut faire. Maintenant, quand vient le temps d'effectuer les travaux, Petrolia est essentiellement le donneur d'ouvrage. Alors, il va engager des firmes, soit pour faire de la géophysique, soit pour forer un puits, soit pour installer des équipements, aménager des sites, etc., etc. Même, il y a des frais juridiques qui rentrent en ligne de compte, il y a des frais de notaire. Dans les fournisseurs de services, on doit faire appel à 30 et 40 fournisseurs de services différents. Ça peut aller du camionnage à ceux qui viennent pour les diagraphies, qui sont des compagnies extrêmement spécialisées. Il faut y faire venir de Nouvelle-Écosse ou même de l'Alberta dans certains cas. Si jamais que l'industrie développe ici, qui va faire le transport? Qui va faire les coupes de bois? Qui va faire les chemins? De où ça va venir les experts pour nous dire qu'on peut ou qu'on devrait ou qu'on ne devra pas faire ci puis faire ça? Est-ce qu'on peut oser croire que ça va être des gens qui restent autour de nous? Actuellement, tout l'équipement de forage qui existe, qui est dans l'Ouest canadien, est utilisé dans l'Ouest. Notre problème, c'est faire venir cet équipement-là. Mais le vrai problème qu'on a, c'est garder cet équipement-là au Québec. Puis qu'on sait, actuellement, on connaît beaucoup de monde en Gaspésie qui travaille dans l'Ouest canadien. À moyen terme, on sait que ces gens-là qui sont dans l'Ouest, des Gaspésiens ou autres Québécois dans l'Ouest, vont revenir quand Petrolia va être capable de dire on fait 5-6 forages par année. Mais oui, actuellement, tout est relié là, aux travaux. Alors, on arrive, on fait un forage, on vient, on crée de l'emploi pour le forage. On fait des travaux de sismique, on engage des gens pour les travaux sismiques. Mais il va venir un temps où ça va être circulaire. C'est structurant pour l'économie. À court terme, non. À moyen terme, oui. Grossièrement, là, on dit dans l'exploration, une foreuse qui fore occupe entre 30 et 100 personnes. Parce qu'advenant le cas qu'on dit, bon, il y a 100 emplois qui sont créés, puis des salaires, des bons salaires, là, avec 75 000 $ et plus, là, parce que c'est ce qu'on parle quand on parle d'industrie pétrolière, au niveau des salaires, là. C'est clair que cette augmentation-là de richesse crée une pression sur, comme vous dites, l'accès à la propriété, et même tout, là, on le voit là, dans certains endroits, là, tout devient plus cher. Mais est-ce qu'encore une fois, est-ce qu'on peut comparer à 3 heures d'ici, la ville de Matane? Ou est-ce que c'est industrie après industrie après industrie? Est-ce que la valeur mobilière n'a pas augmenté? J'ose croire que oui, puis je suis pas mal sûr que oui. Est-ce que c'est un effet d'une région qui prospère? Oui. Mais là, la personne, lui, qui n'a pas accès à cette industrie-là, qui travaille dans nos usines de pêche ou dans la forêt au niveau touristique, va voir un impact uniquement négatif de voir l'ensemble des coûts augmenter. Mais c'est pas son salaire qui va augmenter. Nous, ce qu'on propose, en fait, pour pallier à cet impact-là, c'est de voir de quelle façon l'industrie qui crée cette inflation-là pourrait redonner à la communauté pour que nous, on puisse arriver, disons, à dire, bon, ben maintenant, s'inscrire au hockey, ça coûte rien, les cours de karaté, aller au centre de ski, c'est ce qui s'est fait dans d'autres communautés. Mais il faut voir ça d'un bon œil, là. Si les maisons prennent plus de valeur,
Pour les gens qui veulent les vendre, il va prospérer plus. C'est les gens qui veulent acheter, c'est sûr que ça coûte plus cher, mais une maison, c'est un investissement. Je pense qu'on a autant de potentiel au niveau touristique qu'on peut en avoir au niveau pétrolier. Le Camp National Geographic Park nous dit qu'on est la 3e destination à travers le monde avec le plus de potentiel de développement, puis qu'on n'y met pas d'énergie, pas de capitaux. Au niveau de la province, je parle, je veux dire, on dit ça de la Gaspésie, puis on n'a pas saisi cette opportunité-là encore. J'œuvre dans ce domaine depuis déjà 4 générations. Je sais c'est quoi, on vit avec ça, tourisme en région. Mais sauf que c'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile, on peut dire, mais les emplois durables, ça crée une autre dynamique pour la région, puis je compare beaucoup à la région. À Côte-Nord, présentement, c'est une économie fou, phénoménale. C'est bâti autour des ressources. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. On peut faire le tourisme, on peut faire l'industrie pétrolière, mais il faut vraiment protéger ce qui crée justement notre richesse au niveau touristique en s'assurant que l'industrie pétrolière là, se fasse, entre autres, dans des secteurs qui auront moins d'impact là, sur nos paysages, notre environnement, puis sur la qualité de vie qu'on peut offrir à nos citoyens. J'espère, en tout cas, réussir à faire, si on génère suffisamment d'argent et qu'on participe à certains projets et qu'on s'entend bien avec une phase, un programme de développement, une vision de développement de l'industrie touristique, non pas seulement basée sur Gaspé, mais sur toute la péninsule, et que c'est bien orchestré, ça va amener des gens. Et plus que tu t'emmènes des sous dans une région, plus qu'il y a de sous pour développer d'autres choses. Il faut comprendre qu'on est une communauté qui vit du tourisme, qui vit de la pêche. On était à une époque aussi où il y avait eu quelques catastrophes à travers le monde. Donc, il y avait une certaine inquiétude autour de l'industrie pétrolière, là, avec les gaz de schiste et toute cette dynamique-là. Ceci étant dit, pour nous, c'est une opportunité d'affaires. C'est une opportunité de développement économique. La Gaspésie a toujours vécu de ses ressources naturelles. On pense à Murdochville avec la mine de cuivre. On pense à la forêt, à d'autres mines aussi qui ont contribué largement au développement économique et social de notre communauté. Et là, d'avoir ce potentiel pétrolier pour développer, pour poursuivre le développement économique et social de notre communauté, il faut le voir comme une opportunité. Lors du dépôt du budget pour l'année 2012-2013, le gouvernement du Québec a modifié le régime des redevances sur la production pétrolière. Il a également établi des mécanismes pour augmenter la participation financière du Québec dans certains projets. Précédemment, le règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains prévoyait des redevances sur le pétrole produit variant entre un minimum de 5 et un maximum de 12,5 %. Ce budget a modifié de façon appréciable ces taux. Les redevances sont maintenant déterminées à la fois par la valeur du pétrole sur les marchés et aussi par la productivité quotidienne de chacun des puits. Le taux minimum demeure à 5 % alors que le taux maximum peut maintenant atteindre 40 %. Le régime des redevances sur le pétrole produit au Québec se compare donc maintenant au régime que l'on retrouve dans d'autres provinces du Canada. On a un défi énorme au niveau des finances publiques, là. C'est clair, un enjeu énorme, là. Je veux dire, puis il faut s'attaquer à cet enjeu-là. Puis effectivement, la mise en valeur de nos ressources naturelles pourrait permettre de relever le défi pour maintenir nos services de santé, maintenir nos services d'éducation, maintenir la qualité de vie qu'on a. Mais il faut bien le faire, puis pas à n'importe quel prix, puis pas non plus en hypothéquant notre environnement ou en hypothéquant les générations futures. Il faut penser aussi à cet impact-là de la mise en valeur de nos ressources naturelles à long terme. L'important, je pense, ça va être comment vont être utilisées ces redevances-là. Actuellement, les municipalités n'ont pas aucune redevance. Il n'y a aucun retour le gouvernement ne prévoit pas de retour dans les municipalités où il y a production pétrolière ou gazière. Alors, je sais pertinemment que certaines municipalités ont commencé à vouloir faire des pressions et je pense que ça serait... c'est intéressant aussi. Mais c'est pas à l'industrie à donner pas une royauté, mais une redevance à la ville en tant que telle. On ne rentrera jamais là-dedans. Il va falloir que ça soit régi et décidé par le gouvernement. On dit ça. Je vous donne l'exemple de l'éolien. Il n'y a aucune loi qui oblige à Quartier Énergie de verser des redevances à la ville de Gaspé.
Et d'une façon volontaire, ça s'appelle les contributions volontaires. Ils versent, là, bon an, mal an, 125-130 000 $ par année à la Ville de Gaspé pour le parc éolien de l'Anse-à-Malo. Et je pense que la Ville et la municipalité, les gens sont assez futés pour trouver des façons qu'on peut procéder, là, que le gouvernement pourra procéder pour refaire la distribution. Il va falloir qu'il y ait une part qui revienne aux municipalités, ça, c'est sans aucun doute, là. Notre prétention, c'est pas de dire que le pétrole appartient aux Gaspésiens. Okay? On comprend qu'on fait partie d'une province, d'un pays, puis qu'on doit être solidaire avec l'ensemble. Mais c'est justement cette solidarité-là qu'on a de la misère des fois à saisir. Parce que la richesse d'un pays, c'est ses ressources naturelles. Comment se fait-il que la Gaspésie a autant de ressources naturelles? Puis excusez-moi de le dire, qu'on est aussi pauvre si on se compare avec les autres régions ou les autres provinces. À quelque part, il y a un problème de solidarité ou d'équité. La seule chose que je peux dire, c'est que la ressource appartient aux Québécois et aux Québécoises, avant tout. Et le gouvernement est responsable de gérer ça intelligemment pour le bien de l'ensemble de cette population-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Québec se réapproprie ou s'approprie ses ressources naturelles, en devient propriétaire, gestionnaire, qu'on ait la maîtrise d'œuvre de ce développement-là, comme on le fait en Norvège. En Norvège, c'est le gouvernement norvégien qui a le contrôle sur sa ressource. Évidemment, il faut s'associer avec le privé pour faire les travaux, pour faire le développement. Puis à ce moment-là, le privé retire son épingle du jeu en faisant des profits, puis on a besoin de l'expertise du privé. Mais il faut que le contrôle de notre ressource naturelle, le contrôle de notre pétrole appartienne aux Québécois et aux Québécoises. Avant le dépôt du budget pour l'année 2012-2013, le ministre des Finances du Québec disposait d'un fonds de 500 millions de dollars pour favoriser des prises de participation dans certains projets miniers. En 2012, le ministre des Finances a annoncé qu'il doublait ce montant, qu'il incluait les secteurs des hydrocarbures et qu'il créait Ressources Québec, une filiale d'Investissement Québec pour gérer ses participations. Dans le cadre de cette politique, le 17 avril 2012, Investissement Québec annonçait une participation de 10 millions de dollars dans Petrolia. Cette participation financière est principalement destinée au financement des projets Bourque et Aldeman en Gaspésie. Ce placement confère à Investissement Québec environ 11 % du capital action de Petrolia. C'est une industrie qu'on l'espère qui va se développer localement. Lorsqu'il y aura une masse critique, ça va être encore plus facile pour apprendre à partir de compagnies de services qui s'installeraient ici. Quand on pense à Halifax, par exemple, à Dartmouth, qui a servi de base pour les forages sur le Sable Offshore, il s'est bâti une industrie. Il y a plusieurs... Les compagnies, au début, les gens venaient puis retournaient à Calgary. Les gens sont installés après. Ils ont engagé des gens de la place. Ils leur ont montré ce qu'ils faisaient. Maintenant, les gens qui étaient venus, les premiers qui étaient venus pour développer, ils sont repartis. Puis c'est des gens de la place qui ont pris leur place maintenant, qui sont responsables. Et c'est la même chose à Saint-Jean-Terre-Neuve. La majorité des gens qui travaillent ou avec qui j'ai travaillé là, durant les dernières années, parce qu'il y a eu à une certaine époque des foreuses qui ont opéré au Québec dans les années 80, quand j'ai commencé ma carrière, on avait 2 foreuses qui travaillaient. Les équipages étaient les équipages du Québec qui avaient été embauchés, mais au cours des années. Et plusieurs de ces gens-là étaient allés dans l'Ouest, avaient pris de l'expérience, et étaient revenus avec les compagnies de forage et faisaient partie des équipages réguliers. On a eu des équipages qui étaient tellement bien qualifiés que les compagnies de l'Ouest les amenaient en avion dans l'Ouest pour travailler parce qu'ils étaient très, très bonnes équipes. C'est un métier, lorsqu'on parle des gens sur les forages, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Lorsqu'on écrit des contrats, on essaie de favoriser qu'il y ait des gens de la place. Dans les prochains forages, qu'il y ait au moins une personne qui commence à suivre une formation là, à l'intérieur de l'équipe. Donc, oui, formation un jour, lorsqu'on va être un petit peu plus établi, on va avoir la certitude qu'on a besoin de tant de personnes dans quel domaine. Est-ce qu'on peut oser croire que dans 5 ans, nos enfants, mes enfants, peuvent suivre un cours en géologie ou en d'autres choses qui ressemblent ou s'associent avec l'industrie, qui peuvent travailler dans la région? Il y a de l'exploration pétrolière ou minière, c'est un débouché pour des géologues. L'environnement, des études environnementales comme telles, aujourd'hui, utilisent beaucoup de géologues qui
qui font des études sur le sol, les relations entre le sous-sol et le sol, par exemple, les failles aussi. On veut connaître les risques sismiques dans une région, donc l'étude des failles, de la stabilité des sols. Tu peux être avocat, tu peux être un agent de permis, tu peux t'occuper de la coupe forestière, t'occuper des PAD et devenir une firme d'ingénierie qui va devenir plus spécialisée à connaître toutes les normes. Parce que dans le génie chimique, dans les mines, il n'y en a pas beaucoup dès le départ, mais j'aurais pu faire des pneus aussi pour Goodyear à l'époque. Mais l'industrie pétrolière est une industrie, en fait, qui a des ramifications partout dans le monde. C'est une grande famille, en réalité. Quand on rencontre les gens qui viennent travailler ici, bien souvent, on connaît quelqu'un, une tierce personne qu'on a rencontré ailleurs, qu'eux-mêmes ont rencontré dans des... Et c'est un milieu qui est très intéressant parce que c'est un milieu qui est très actif. Ce domaine pétrolier, c'est super fascinant. Il y a tellement de choses, tellement de domaines dans ça, puis toutes les réunir pour réussir à trouver un réservoir, c'est comme... Wow! C'est pas évident non plus, c'est pas un domaine qui est facile, mais c'est un challenge tous les jours. Ça a tout le temps été un plaisir de travailler en Gaspésie. Moi, ça fait 40 ans que j'œuvre dans le métier. Et puis, une grande partie de mon temps, ça a été sur... pas la plus grande, mais une grande partie de mon temps, ça a été sur la Gaspésie. La Gaspésie, c'est presque chez moi. J'ai travaillé presque toute ma carrière en Gaspésie. C'est mon endroit préféré. Ça a tout le temps été une région qui nous a fascinés, moi et Daniel. D'abord par sa complexité, parce que c'est pas facile, la Gaspésie. Et puis, c'est tout le temps intéressant. On est des explorateurs, on aime tout le temps faire des découvertes. C'est le but de l'exploration. Je pense que le but de cette émission-là, c'était d'initier un dialogue avec les gens de la région et de surtout condenser les différentes étapes de l'exploration et de la production. Alors, certainement, ça a généré plein de nouvelles questions. Questions qu'on n'a pas, vous avez pu constater qu'on n'a pas toutes les réponses encore et on espère pouvoir avancer et pouvoir donner ces réponses-là. Mais ça va être important que les gens les posent, les questions. Et lorsque nous aurons des séances d'information, j'espère avoir de plus en plus de monde qui vont participer à ces séances-là pour poser les bonnes questions. Parce que si on veut avancer, si on veut s'adapter, il ne faut pas juste parler, mais il faut aussi écouter. Donc, cet échange-là est important. Merci d'être resté avec nous pour cette 8e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Une 9e et dernière émission traitant de la fracturation est en cours de production. Nous avons toujours l'intention de vous la présenter, mais plusieurs facteurs nous incitent à différer la mise en onde d'une émission qui traite d'un sujet aussi controversé, d'autant plus que Pétrolia ne prévoit pas faire de la fracturation dans la région de Gaspé. Des résultats positifs escomptés lors du prochain forage conventionnel et horizontal pour prouver la rentabilité du gisement d'Aldemen permettraient de mettre fin à la question de la fracturation dans ce secteur de la ville de Gaspé. Le dossier de la fracturation évolue rapidement et plusieurs études sur les effets de l'utilisation de cette technique d'exploitation sont en cours. Pour réaliser une émission touchant à tous les aspects de la fracturation, nous aurons besoin de la participation d'experts et d'opposants. De plus, une étude québécoise, l'étude environnementale stratégique, l'EES, évalue présentement les impacts potentiels de l'utilisation de la fracturation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste. Nous croyons qu'il serait opportun d'attendre les résultats de leurs études pour vous présenter une émission plus complète. D'autres études sont en cours aux États-Unis et quoiqu'elles aussi portent sur l'exploitation des gaz de schiste, les rapports et les prises de position de nos voisins du Sud apporteraient un éclairage différent et complémentaire sur le sujet. Finalement, nous croyons qu'une émission qui traite de la fracturation ne serait pas complète sans une participation importante d'experts et d'opposants, surtout les spécialistes qui ont pris position publiquement contre toute forme de fracturation, qu'elle soit hydraulique ou de toute autre nature. Nous espérons que vous avez apprécié cette série d'émissions sur l'exploration et l'exploitation pétrolière dans l'Est du Québec. Vos suggestions, vos questions et vos commentaires sont importants pour nous. N'hésitez pas à nous joindre. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Pétrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.